commencer. On commence par quoi? Par un slide AFJV Capital Games. Donc bonjour, je suis Emmanuel Forsens, le directeur de l'Agence française pour le jeu vidéo, la FJV, et Hélène Delay. Bonjour, je suis Hélène Delay, donc directrice générale de Capital Games, le cluster francilien du jeu vidéo. Voilà, on va vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation ce que font la FJV et Capital Games. L'objectif de cette présentation, c'est de présenter un peu le secteur du jeu vidéo, non pas du côté des joueurs, mais plutôt du côté des professionnels, de balayer un petit peu l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne de valeur du jeu vidéo. Et je vous propose de passer directement donc, aux sociétés du jeu vidéo. Donc on va vous expliquer un petit peu quelles sont ces sociétés. Là, vous avez globalement, ce sont les adhérents. Ouais, ça c'est les membres de Capital Games. Peut-être qu'un jour vous allez sûrement chercher du travail dans le secteur du jeu vidéo pour ceux qui veulent en faire une carrière ou monter une entreprise autour d'un projet. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de regarder un peu le jeu vidéo dans les coulisses, en termes de marché, en termes de métier. Et Capital Games, c'est en fait une association de professionnels justement qui aide ces entreprises, soit qui jeunes, fraîchement créées, soit plus mûres, et qui les accompagne. Donc ça, vous avez un petit échantillon de toutes les sociétés en Île-de-France, parce qu'on les accompagne pour ce qui est de Capital Games qu'en Île-de-France, et donc qui sont autour de nous. On va passer donc au studio. L'idée, c'est que en fait, le jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas, est composé d'un certain nombre d'acteurs industriels, les premiers étant ce qu'on appelle les studios. Donc c'est ceux qui créent les jeux vidéo. Et pour créer un jeu vidéo, en gros, il y a deux, je crois qu'il y en a trois là. Il y a deux points de départ. Il y a soit la volonté d'un studio de créer un jeu vidéo. Il faut savoir que la plupart des studios ont été créés par un créateur de jeux vidéo qui avait envie, souvent en partant de chez un éditeur, de créer sa propre société pour faire les jeux dont il rêve. Donc en gros, il y a deux points de départ. Soit c'est une création personnelle, soit c'est une demande d'un éditeur, une commande. Passons à l'éditeur. L'objectif de l'éditeur, son métier, c'est de vendre le jeu vidéo, de le faire connaître, particulièrement s'occuper du marketing, de la communication. Quand on parle du jeu vidéo, et quand on parle des métiers du jeu vidéo, souvent on parle d'infographistes, on parle de programmeurs, de chefs de projet, de game designer. Tout ça, ce sont les métiers du studio. Et on oublie bien souvent de citer les métiers de l'éditeur, qui sont des métiers entre guillemets plus traditionnels, mais qui sont des métiers commerciaux, de marketing, de communication, liés à la presse, aussi liés à la distribution, aux achats, etc. etc. Donc toutes les écoles de commerce peuvent amener au jeu vidéo, et c'est pas parce qu'on n'est pas un ingénieur ou un infographiste qu'on ne peut pas travailler dans le jeu vidéo. Les éditeurs sont largement en recherche de ce genre de talent. Combien d'éditeurs chez Capital Games? Il y en a beaucoup moins de studios, il y en a 3 à peu près. Après, il y a de plus en plus de studios qui aujourd'hui, mais ça on verra un peu plus tard, qui endossent le rôle d'éditeur, donc qui sont dans l'obligation d'acquérir un savoir-faire qui jusqu'alors n'existait pas au sein des studios, pour justement développer ce savoir-faire en termes de communication, de marketing, de gestion des communautés. Mais bon, ça on verra un peu plus loin. Effectivement, il y a beaucoup moins d'éditeurs mécaniquement en fait en France que de studios, puisque en fait Axel Lemaire l'a dit, l'écosystème représente environ 500 sociétés. Parmi ces 500 sociétés, quasiment la moitié sont des studios, et on a moins d'une, je sais plus combien, je crois qu'on a 30 éditeurs, une trentaine d'éditeurs en France. Il faut aussi bien distinguer, on le voit sur ce slide, les éditeurs français, que vous avez Ubisoft, Focus par exemple, des éditeurs étrangers. Les éditeurs étrangers présents en France, comme Electronic Arts ou Activision, ne se chargent pas de créer ou de produire ou même de financer des jeux vidéo. Ce sont des filiales de groupes internationaux, de groupes étrangers, et dont la seule activité est de s'occuper de la distribution des jeux. Petite précision, Bandai Namco a commencé, par exemple, pour la France, à financer et à produire des jeux en France.
Preuve en est qu'il y a de réels talents qui intéressent les éditeurs étrangers. Et donc voilà, les éditeurs étrangers viennent aujourd'hui financer des productions en France. On n'a pas Sony, mais Sony par exemple produit des jeux en France, notamment chez Quantic Dream. Donc voilà. Les consoliers. Alors les consoliers, on en a mis 3, Sony, Nintendo, Microsoft, vous les connaissez évidemment, la PlayStation 4, la Xbox One et la Wii U pour les dernières consoles. Je serais tenté de dire qu'en fait on ne devrait pas se limiter à 3 consoliers et on devrait ajouter Apple et Google qui aujourd'hui, de par leur business model et de par leur positionnement sur la chaîne de valeur, sont devenus réellement l'équivalent d'un Sony, d'un Microsoft ou d'un Nintendo. Ils ne sont pas adhérents à Capital Game. Non, ils ne sont pas adhérents. Ils sont adhérents au CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qu'on salue. Un élément important, on le verra un petit peu après aussi, c'est la transformation qu'a subi le business model de ces acteurs avec la dématérialisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important, c'est juste après la distribution, non, on va pas rester sur les consoliers, c'est pour ça qu'il est important d'y intégrer Google et Apple, parce que ça vous a pas échappé, de plus en plus de jeux sont disponibles en téléchargement, et hier, et encore un peu aujourd'hui, le business model de Sony, Microsoft ou Nintendo, c'était étonnamment pas de vente de consoles. Ils gagnaient quasiment pas d'argent en vendant des consoles. Leur objectif, c'était de fabriquer les jeux. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut fabriquer un jeu pour PlayStation 4 qu'en le commandant chez Sony. Même si Sony n'est pas le producteur du jeu vidéo, même si Sony n'a rien à voir avec le jeu vidéo, je prends l'exemple des lapins crétins chez Ubisoft par exemple, lorsque ça sort sur une PlayStation 3, 4 ou autre, Ubisoft est obligé d'aller le faire fabriquer chez Sony. C'est comme ça que Sony gagne de l'argent, c'est la même chose pour Microsoft, c'est la même chose pour Nintendo. C'est ce qu'on appelle une sorte de redevance, et au lieu de faire payer un DVD 50 centimes, l'éditeur va plutôt l'acheter 8 euros. Donc vous imaginez bien que quand la dématérialisation est arrivée, ça a été un choc pour les fabricants de consoles, en disant comment est-ce que demain on va gagner notre vie. Et puis, un Apple est passé par là, a créé l'App Store et a démontré qu'il était possible de créer une espèce d'espace marchand propriétaire, que ça fonctionnait, que c'était viable, que c'était même extrêmement rentable. Du coup, aujourd'hui, chez Sony, vous ne pourrez acheter vos jeux dématérialisés que via le PlayStation Network, que via le Xbox Live pour Microsoft, etc. etc. Donc voilà, le business model des consoliers a largement évolué. La distribution. La Fnac, Micromania, Amazon, pareil, il n'y a pas de distributeur chez... non, c'est plutôt, en fait, c'est vraiment des studios, c'est principalement. Vraiment des studios, et ça a été créé par des studios, pour accompagner des studios. Donc du coup, ça s'est peu à peu élargi, en effet, aux éditeurs, la frontière étant d'autant plus opaque au fil du temps. Mais c'est pour les studios, clairement. Donc, les distributeurs, vous connaissez la Fnac, vous connaissez Micromania, vous connaissez sans doute Steam. Aujourd'hui, la distribution, et on va passer au slide suivant, est complètement bouleversée avec l'arrivée de la dématérialisation. Puisque hier, en gros, la chaîne de valeur était simple. On avait une propriété intellectuelle qui était développée par un studio, qui ensuite était édité par un éditeur. Suivant que le jeu était édité sur console ou sur PC, on avait ce qu'on appelle des first party qui rentraient en ligne de compte, ensuite la distribution, et on arrivait chez le consommateur. Aujourd'hui, effectivement, la case distribution tend à disparaître, même si en fait, je trouve que c'est un petit peu exagéré de l'avoir rayé. Puisqu'en fait, elle ne disparaît pas totalement, elle change d'acteur, puisque les acteurs, aujourd'hui, la distribution, c'est Steam, c'est Uplay, par exemple, pour Ubisoft, c'est les Xbox Live, c'est le PlayStation Network, etc., etc. Un élément à noter aussi important, c'est que deux des plus grands acteurs mondiaux
de la distribution numérique sont français. Vous ne savez sans doute pas, ou peut-être pas, mais une société comme Nextway, par exemple, je ne sais pas qui connaît Nextway. Personne. Qui connaît Steam? Voilà. Nextway fournit en fait la technologie pour la quasi-intégralité des stores propriétaires, c'est-à-dire Uplay, c'est développé par Nextway. J'ai perdu le nom du store d'Electronic Arts, mais c'est pas grave. Origine, merci. La technologie est fournie par Nextway, etc., etc. Donc, et ça, c'est valable pour le monde entier. Donc, on a de réels savoir-faire en termes de technologie. Aujourd'hui, Steam est semble-t-il indétrônable, mais on a des acteurs très forts sur le secteur de la distribution. Des choses à rajouter sur la distribution? Tu es d'accord avec moi? Marché du jeu vidéo, on l'a vu avec Axel Lemaire qui en a parlé rapidement. Je te propose En effet, 29 millions de joueurs, donc comme le disait Emmanuel ou Axel Lemaire, la technologie a démocratisé énormément le jeu vidéo. Hein, tout le monde aujourd'hui joue. Alors tout le monde a été un peu surpris, en tous les cas ça parle aux institutionnels, à la presse, qu'en effet aujourd'hui 49% des femmes jouent. Donc le profil du joueur a énormément changé. Alors, ils ne jouent pas au même jeu en fait. Exactement. C'est ça. Le truc c'est que quand on dit il y a moitié-moitié, on a l'impression que si on prend un match de Counter-Strike, effectivement on aura 50% de femmes, 50% d'hommes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Par contre si on prend un match de Candy Crush, il y aura plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, voilà, cette disparité, elle existe aussi, enfin, cette égalité entre hommes et femmes, elle existe aussi parce que le jeu vidéo, c'est pas que du Counter-Strike et c'est pas que du Battlefield, c'est aussi du Candy Crush, c'est aussi du 2048, c'est aussi ce genre de jeu sur les mobiles. Parce qu'il y a aussi des conséquences entre guillemets sur le paysage industriel en termes d'entreprise, vu que ça a un peu éclaté et segmenté le marché. Donc aujourd'hui, dans un secteur qui est très dynamique, où il y a énormément de création d'entreprises, on va trouver une majorité d'entreprises positionnées sur le mobile, en effet sur le casual game, mais du coup ça crée des profils d'entreprises et une diversité au sein du secteur assez énorme. Pour le coup, c'est vrai que le mobile a permis, et j'espère que c'est encore valable pour quelques années, parce que je pense que ça va se refermer, d'ouvrir une fenêtre pour la création d'entreprises. Il y a quelques années en arrière, avant que l'iPhone n'arrive, il était extrêmement difficile de créer une société de jeux vidéo, puisque créer une société de jeux vidéo, ça voulait dire forcément être sur console, potentiellement sur PC, et ça voulait dire des dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros d'investissement, si ce n'était pas des millions d'euros. Aussi à cause de la fabrication. Quand je vous disais que hier Sony réclamait 8 euros pour fabriquer un disque, imaginez que vous voulez fabriquer 100 000 exemplaires de votre jeu, il faut faire un chèque de 800 000 euros à Sony. Donc, et la dématérialisation, puisque aujourd'hui il n'y a plus de coûts de fabrication, et l'arrivée des mobiles en termes de plateforme ont permis à des sociétés, je ne sais plus si on a gardé non, c'est un peu derrière, non, on ne l'a pas gardé, ça a permis à des sociétés de créer des jeux. Non, on avait un truc de Flappy Bird, on avait un screenshot de Flappy Bird. Voilà, Flappy Bird, c'est l'exemple de la société à une personne qui crée un jeu et qui fonctionne. C'est un cas particulier, mais la plupart des entreprises de jeux vidéo qui se sont créées ces dernières années se sont créées avec 3-4 personnes qui ont commencé soit au chômage, soit avec leurs économies, pour développer des jeux pour quelques milliers d'euros. Et pour la plupart, ça a fonctionné. Un Pretty Simple qui est adhérent chez Capital Games, justement, comment il s'appelle leur jeu? Chez Pretty Simple, Criminal Case. Voilà, a démarré comme ça, et en faisant un jeu sur Facebook, alors pour le coup c'est pas sur les téléphones mobiles, mais Criminal Case, aujourd'hui c'est plusieurs millions de joueurs, et pour Pretty Simple, qui était une toute petite entreprise au départ, je crois qu'ils sont 60, 70 aujourd'hui, un truc comme ça. Donc voilà, c'est cette opportunité
technologique qui a permis à des sociétés de se créer et de se développer. La fenêtre se ferme tout doucement puisque en fait, des majors du secteur comme Gameloft envahissent entre guillemets le créneau et proposent des jeux entre guillemets de triple A sur triple A, c'est ce qu'on appelle des blockbusters sur le téléphone mobile. Mais il y a encore largement de quoi faire. Et puis il y a aussi le développement de tout ce qu'on appelle la scène indé, tout ce qui est jeux créés par des entre guillemets des puristes. Ce serait un peu l'équivalent du cinéma d'art et essai. Voilà, on a la scène indépendante qui continue à grossir. Rien à rajouter. Ok. Les indépendants et les clusters régionaux. Là, c'est plutôt ta partie. Là, c'est plutôt moi, ouais. Donc on l'a rapidement déjà expliqué, mais en gros, la chaîne de valeur du secteur a évolué et donc les studios se sont regroupés entre eux pour justement avoir une organisation, en tous les cas en Île-de-France, qui puisse les représenter. Ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'à côté de gros acteurs tels Ubisoft, il y a une multitude de petites entreprises dans toute la France, mais le profil de ces entreprises, c'est des équipes de 1, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes pour les... C'est 11-12 en gros la moyenne. Mais avec, en tous les cas, chez les membres de Capital Game, une majorité de très très petites équipes. Et du coup qui n'ont pas évidemment toutes les ressources forcément en interne pour pouvoir justement assurer la gestion de leur entreprise aussi, parce qu'il y a des enjeux entrepreneuriaux derrière évidemment la création du jeu. On l'a dit, il y a une concurrence énorme à l'international. C'est des petites entreprises qui ont du mal à se financer leur production, rôle qu'endossait antérieurement l'éditeur. Aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, d'ailleurs souvent d'anciens programmeurs ou game designers qui... en fait, c'est avant d'être des entrepreneurs, c'est plutôt des créateurs, voilà. Souvent. Du coup, ils ont besoin d'un accompagnement sur ces aspects-là. Le rôle de Capital Games, c'est d'essayer de les aider à l'export, de montrer leur création, de les accompagner sur les plus gros salons de jeux. Je suis allée un peu dans le désordre. Mais... t'as pas vraiment suivi les slides, mais c'est pas grave. Pardon. Parce qu'en fait, là, t'étais sur le rôle. L'industrie, les enjeux, les forces. Ah oui, un truc important aussi à dire, c'est que l'Île-de-France concentre, après c'est bien, c'est mal, c'est pas le problème, mais c'est comme ça, l'Île-de-France concentre 70% en fait des effectifs des sociétés, et on voit aussi, parce qu'on gère à la FJV l'emploi dans le secteur, et on a plus de 75% des offres d'emploi qui sont à la destination de l'Île-de-France. Et même dans l'Île-de-France, en fait, c'est Paris qui a tendance un peu à absorber toutes les offres d'emploi. Donc 70% des industries sont concentrées en Île-de-France. On peut quand même préciser qu'il existe d'autres clusters. On a le droit. On a le droit, il y a Gaming dans le Nord, Atlan Game. Alors après, aujourd'hui, il y a des clusters à 100% concentrés sur le jeu vidéo, et dans d'autres régions, c'est des pôles de compétitivité qui ont pris la relève. Donc, par exemple, à imaginer... Est-ce qu'on peut dire ce que c'est qu'un cluster? Je suis pas sûr qu'on ait dit ce que c'était qu'un cluster. C'est flou. Non, un cluster, en fait, c'est vraiment, à la différence d'un pôle, justement, c'est une association qui est créée par les professionnels du secteur d'activité concerné, du coup, ici, le jeu vidéo. Ce qui est assez différent par rapport au pôle, en gros, c'est beaucoup moins politique et beaucoup plus opérationnel. Et c'est reconnu par les pouvoirs publics. On est par contre financé par les pouvoirs. Voilà, il ne suffit pas de créer une association, il faut qu'elle soit labellisée, entre guillemets. Pour faire des projets. Et du coup, là, oui, c'est la mairie de Paris, c'est le Conseil régional d'Île-de-France, l'État, plein d'acteurs qui nous soutiennent. D'accord. Donc les actions de Capital Game pour justement aider les acteurs, c'est sur ce slide-là. Oui, donc... C'est sur celui d'après. Voilà, merci. Comme je le disais, c'est en écho avec les problématiques, donc ça donne un peu un éclairage sur justement quelles difficultés rencontre un entrepreneur de jeux vidéo aujourd'hui. On l'a dit, c'est exister sur les stores, rendre son jeu visible, avoir des contacts avec la presse.
Du coup, je vais aller rapidement. C'est le financement, donc les aider à trouver des fonds propres, c'est aller sur les salons, c'est les ressources humaines. Par exemple, en termes de formation, c'est un secteur qui demande une actualisation des compétences en permanence. C'est un secteur aussi qui met du temps à être un peu institutionnalisé. Par exemple, il y a quelques années, il n'y avait aucun référentiel métier donc pour les métiers du jeu vidéo. Donc vous étiez inscrit à Pôle emploi, vous ne trouviez pas forcément d'offres en adéquation avec votre profil. En fait, c'est l'inverse. Si vous étiez inscrit à Pôle emploi, vous ne trouviez forcément pas d'offres, puisque game designer, ça n'existait pas, programmeur de jeux vidéo, ça n'existait pas, etc., etc. Voilà, donc ça c'est aussi le rôle de structuration qu'on peut avoir, justement, de créer ce type d'outils et de communiquer autour du secteur au global, auprès des pouvoirs publics, de faire du lobbying, etc. Et donc concrètement, en termes d'exemple des deux actions phares qu'on peut faire en termes de communication et de marketing, donc on fait un espèce de bundle sur Steam, donc qui met à l'honneur sur la homepage tous les jeux créés par les sociétés françaises. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Et voilà, c'est une très belle opération qui marche pour les studios et qui donne une place d'honneur aux jeux vidéo français sur ces quelques jours. Ou alors, évidemment, le stand Jeux Made in France que vous pouvez trouver à la Paris Games Week, qu'on fait également depuis 2 ans. Ce sera la 3e année en financement. Et donc, d'autres exemples, mais je pense que ça vous intéressera plus précisément le jour où vous rencontrez ce genre de problématique. Mais oui, des formations, du mentoring en levée de fonds, des ateliers sur différentes opportunités, du networking, des rencontres business, des salons. Qui potentiellement serait intéressé à créer une société de jeux vidéo? Ah, quand même, donc si, ça les intéresse. Potentiellement. Donc il faudra appeler Hélène le jour où vous aurez envie de franchir le pas vraiment, justement pour avoir des formations, des informations sur le financement, la levée de fonds, etc. Il a été annoncé le fonds Capital Game ou pas encore? Si, on peut en parler. Oui, on peut en parler. Du coup, toujours pareil, pour pallier un petit peu à ce besoin de financement, et notamment en termes de fonds propres pour les entreprises, Capital Game travaille depuis 1 an à la création d'un fonds d'investissement qui a la particularité d'être un investissement par projet. Donc en fait, pas dans vraiment le capital de l'entreprise, mais dans un catalogue de projets, de 35 projets. Donc ce qui est un format assez atypique qui s'apparente un peu au rôle de l'éditeur finalement, mais qui pour les acteurs publics et financiers est un modèle un petit peu original et du coup... Original, ça veut dire compliqué. Voilà, c'est ça. Et du coup, on travaille... l'objectif du fonds, c'est d'essayer de lever 15 millions pour financer 35 projets sur 6 ans. Les projets, on est d'accord, ce n'est pas les projets de création d'entreprise, c'est des projets de jeux vidéo. Voilà, complètement. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un premier souscripteur donc, il y a quelques semaines pour quelques centaines de milliers d'euros. On est en pourparlers avec Microsoft qui serait également partenaire du fonds. Donc ça avance, c'est un bon exemple de travail qu'on peut mener de front et qui est assez laborieux, mais qui, s'il voit le jour, vaudra le coup. Puis peut-être que la BPI va finir par bouger, comme disait Madame la ministre. Parce qu'effectivement, comme elle le disait, la BPI est assez frileuse et a du mal à justement identifier les projets. Les partenaires, non, mais faut les citer, le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Le syndicat, donc le CEL, c'est plutôt le syndicat de Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft et des distributeurs. Le SNJV, syndicat national du jeu vidéo, c'est plutôt le syndicat des studios, mais contrairement à Capital Games, sur l'ensemble de la France, et avec une action plus de lobbying que ne va avoir des associations comme Capital Games.
Le Game, c'est le label qui a été créé par l'ensemble justement des associations du jeu vidéo pour essayer de promouvoir, avoir des actions de promotion du jeu vidéo français à l'étranger. Ça permet d'accompagner les entreprises lors de salons par exemple et d'organiser la présence de la France, notamment à la Gamescom par exemple, avec Ubifrance. La FJV, bonjour. La Game Connection, est-ce que je reparle de la FJV plus tard ou pas? Je ne sais plus. Non, bah, je vais vous en parler vite fait alors de la FJV. Donc la FJV, Agence française pour le jeu vidéo, pour faire simple, fournit des outils aux professionnels du secteur. Les deux principaux outils sont un portail de l'emploi qui concentre l'intégralité des offres d'emploi et de stage du secteur. Donc vous allez pouvoir y trouver aussi bien les offres d'emploi d'Ubisoft, de Gameloft, que des petits studios ou des moyens studios de Cyanide, de Quantic Dream, de Namco Bandai, etc., etc. Donc toutes ces offres d'emploi sont sur le site de la FJV et vous allez y trouver également une veille d'information. Ça peut être des études, ça peut être des chiffres sur le secteur. Si certains d'entre vous font des mémoires dans le cadre de leurs études sur le secteur des jeux vidéo, vous allez y trouver tout un tas d'informations sur le secteur, aussi bien sur l'e-sport, sur les sociétés elles-mêmes, sur le nombre de joueurs, etc., etc. Donc on essaie de référencer l'intégralité des études qui ont été faites sur le secteur des jeux vidéo, et vous allez y trouver enfin un annuaire de l'ensemble des sociétés du secteur, classées par catégorie, studio, éditeur, distributeur, middleware, formation, presse, etc. Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité de la région Île-de-France et qui soutient aussi le jeu vidéo. Sur les partenaires publics, je vais plus te laisser. Les partenaires publics, je l'ai dit tout à l'heure, on est soutenu par l'ensemble des partenaires déjà locaux et régionaux, donc le Conseil régional Île-de-France, la mairie, les antennes régionales des ministères, et également par l'Europe sur des projets un peu plus internationaux qu'on mène, ou le CNC sur les Ping Awards. Ping Awards, qui sont l'équivalent des Césars du jeu vidéo, toute proportion gardée, mais en tout cas qui ont vocation à devenir les Césars du jeu vidéo, que nous co-organisons, Capital Game et la FJV. Le marché du travail, plus ma partie, donc ça. Le secteur du jeu vidéo représente environ 10 000 emplois, c'est un petit peu plus. Axel Lemaire disait 14 000. On a du mal à savoir parce qu'il y a énormément d'emplois qui sont induits aussi par le jeu vidéo. Sur les emplois directs, on est entre 12 et 14 000. Et donc effectivement, plus de la moitié des emplois sont mécaniquement dans les studios, puisqu'il faut beaucoup plus de monde pour créer un jeu vidéo qu'il ne faut pour le vendre, parce que tout simplement, on a besoin d'un chef de produit, mais on a besoin de 50 infographistes, 12 programmeurs, etc., etc. Donc les studios sont les plus gros fournisseurs d'emplois dans le secteur du jeu vidéo. On l'a dit tout à l'heure, ces emplois sont très très largement concentrés, et c'est faux, c'est pas 40% des postes, c'est 70% des postes, en Île-de-France. Et ouais, c'est 60-70% des offres parues en 2013. Et comme le disait aussi Axel Lemaire, les entreprises aujourd'hui sont plutôt optimistes. C'est plutôt, l'ambiance est plutôt à l'embauche. Plus de la moitié des contrats sont des CDI. Assez peu de freelance, étonnamment. Quasiment pas d'intermittents du spectacle dans le secteur du jeu vidéo, à part chez certains sous-traitants, notamment en infographie. Mais voilà, principalement des offres en CDI. Pour ceux qui sont programmeurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'offres qui sont ouvertes dans le jeu vidéo. J'ai du mal à voir quelle est à peu près votre tranche d'âge. Le tout petit inconvénient du jeu vidéo, c'est que systématiquement sur les offres, vous allez lire expérience exigée, 5 ans d'expérience, 2 jeux sortis, voilà, c'est le seul petit frein un peu désagréable et du chat qui court après sa queue de mais comment j'obtiens de l'expérience quand je sors de l'école? En faisant des stages et en développant des jeux vidéo entre potes.
Je rigole à peine, c'est une assez bonne solution. Et pour information, ce marché représente environ 120 000 emplois aux États-Unis et 27 000 au Canada. Des entreprises très variées, on vous l'a dit aussi, donc en moyenne, les studios de développement comptent 11-12 salariés, mais effectivement il y a de très fortes variations. Cela dit, on n'a pas d'énormes studios en France, à part Ubisoft, comme il peut y avoir au Canada ou aux États-Unis, avec plus de 500-600 personnes. On n'a pas ça en France. À part Ubisoft, qui effectivement, en France, Ubisoft, il faut le savoir, c'est plus de 1600 personnes, juste en France. Et c'est plus de 9000 personnes dans le monde. Les studios aujourd'hui en France sont plutôt de taille moyenne, c'est des effectifs entre 50 et 100 personnes. On a aussi des effectifs à 2 personnes ou à 10 personnes. Mais une entreprise comme Cyanide, par exemple, c'est combien de personnes? C'est 80-90 personnes. 90 personnes chez Cyanide, Quantique, ils sont 150, 160, je crois. Ouais, à peu près. Donc voilà, il y a des studios de taille très très variable. Ah ben si, on l'a, le Flappy Bird, il est là. Voilà, notre Flappy Bird pour créer des jeux tout seul dans son garage. Contrat et conditions de travail. Donc on vous l'a dit, globalement plutôt de l'embauche en CDI. En fait, c'est aussi beaucoup lié à l'historique du jeu vidéo. L'historique du jeu vidéo, c'est avant tout, il y a une vingtaine d'années, des sociétés d'informatique. Donc pas du tout une ambiance audiovisuelle, mais plutôt une ambiance informatique. Et sur le fond, avec les évolutions, c'est quand même resté. La culture du jeu vidéo, c'est plutôt une culture du salarié. Les entreprises, même les studios, capitalisent sur leurs salariés et il y a sur le fond assez peu de turnover, c'est-à-dire que contrairement à des productions audiovisuelles par exemple, où on va embaucher 50, 100 personnes pour une production, dans le jeu vidéo, le studio essaye de fonctionner avec à peu près la même équipe en permanence. Il y a évidemment un moment donné où on va staffer un peu plus parce qu'on est au pic de la production et à ce moment-là, ça va plutôt embaucher sur du CDD. Mais c'est aussi le moyen de ensuite transformer en CDI. Mais voilà, globalement, c'est plutôt du CDI, assez peu de freelance et prestataires, contre toute attente, assez peu de stagiaires en fait. Le secteur du jeu vidéo, j'entends souvent dire ah oui mais c'est la moitié, c'est des stagiaires dans les studios chez Ubisoft, etc. C'est pas du tout vrai. Le secteur du jeu vidéo, encore une fois, a tendance à vouloir capitaliser sur les hommes, et c'est avant tout une histoire humaine de compétences, de talents qui vont être recherchés, et pas tellement de main d'œuvre. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 bras, il faut avoir surtout un cerveau. Intermittent, très très peu, comme je le disais tout à l'heure. Et puis voilà, les grandes familles de métiers, rapidement. Poste, salaire, formation, marché, conditions de travail, évolution de carrière. Donc les grandes familles de métiers. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par management? Je ne sais plus. Management, évidemment. Le design, ce qu'on appelle design, donc c'est plutôt le game design, le level design. Le sound design, je l'aurais mis plutôt du côté des métiers de la musique. Sachant que le sound design, de toute façon, c'est plutôt des sociétés qui sont prestataires. Les musiciens, certains sont musiciens parmi vous. Enfin, quand même 5. Il y a assez peu de chances de trouver un travail, à part si vous allez travailler dans une très grosse boîte, de trouver un travail stable chez un studio. C'est plutôt soit en tant que prestataire indépendant, et les choses s'améliorent aussi pour les musiciens, puisqu'il faut savoir que Ubisoft a signé récemment un accord avec la SACEM, plutôt intéressant. Donc les musiciens français peuvent de nouveau, entre guillemets, retravailler dans le secteur du jeu vidéo, puisque ces dernières années c'était un peu compliqué justement pour des histoires de SACEM. Donc level design, game design, ce sont les métiers de la conception et principalement les métiers du scénario, pour faire simple. L'image, tout ce qui est graphisme, animation, création 3D, 2D, etc. C'est évidemment le secteur qui recrute le plus, mais c'est aussi le secteur pour lequel il y a, entre guillemets, trop de candidats. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, voire des milliers de jeunes diplômés qui sortent de l'école chaque année, et le secteur du jeu vidéo n'arrive pas à lui tout seul à absorber l'intégralité des jeunes diplômés. Et malgré
des talents évidents pour la plupart d'entre eux. Je vois passer un certain nombre de candidatures. Il y a vraiment des gens qui ont du talent, et il y a aussi vraiment des gens qui ont du mal à trouver du boulot dans le secteur de l'infographie parce que, pour le coup, les écoles, entre guillemets, produisent trop de diplômés. Et là, ça devient intéressant, pour le coup, d'envisager une carrière à l'international, parce que des pays comme le Canada viennent chercher nos talents français en France, parce que nos écoles sont très très largement réputées, que ce soit dans l'infographie ou que ce soit du côté de la programmation. Donc derrière les métiers de la programmation, globalement les métiers technologiques. Des métiers très très largement recherchés, assez compliqués aujourd'hui pour les sociétés de jeux vidéo. Il y a tellement de plateformes, et on fait un peu le grand écart entre une console PlayStation 4 et un téléphone Samsung ou un iPhone. Et voilà, il faut des développeurs pour l'intégralité de ces plateformes, il faut aussi des développeurs pour le web. Les tendances du métier, c'est plutôt de s'hyper spécialiser, c'est-à-dire qu'on va avoir des programmeurs en intelligence artificielle, on va avoir des programmeurs en outils pour les autres programmeurs ou en outils pour les graphistes, etc., etc. Évidemment, plein de métiers transverses comme la localisation, le marketing. Alors, marketing, je trouve que c'est pas une bonne idée de l'avoir mis dans le métier transverse parce qu'en fait, c'est les métiers de l'édition. Mais comme on l'a dit au début, les métiers d'édition sont évidemment à ne pas négliger. Les éditeurs aujourd'hui recrutent. Allez sur le portail de la FJV, vous allez voir les offres d'emploi. Il y a des offres en marketing, il y a des offres en commercial. Et il y a vraiment des besoins chez les éditeurs. Donc test, localisation. Et le top 4, c'est effectivement dans cet ordre-là, la technologie, l'image, commercial marketing et design. Rapidement, quelques chiffres en termes de salaire. Aujourd'hui, un chef de projet, ça peut gagner entre 30 et 45 000 euros par an. Ce qu'on appelle un associé de producteur, en fait, c'est un assistant chef de projet, entre 25 000 et 35 000 euros par an. Directeur de studio, je pensais gonfler derrière un salaire, parce que sur le fond, il prend le salaire qu'il veut, si c'est son studio. Enfin, il prend le salaire... alors, il prend le salaire qu'il veut. Voilà. En même temps, pour beaucoup de studios, il prend le salaire qu'il peut. Et on a souvent, dans les petites créations d'entreprises, un patron qui est moins rémunéré que la plupart de ses salariés. Au moins au début. On lui souhaite que ça change. Les métiers du design, un réalisateur, ça gagne entre 35 et 55 000 euros, un game designer entre 25 et 40 000 euros, un level designer entre 20 et 35 000 euros annuels, je le précise. Les métiers de l'image, oui, vous en rêvez, hein. Un directeur artistique entre 35 et... bref, voilà, vous avez les chiffres en même temps, je ne vais pas les redire. Les métiers de la technologie, directeur technique, 45-60 000 euros. Globalement, les métiers de la technologie sont aujourd'hui les mieux payés parce que c'est ceux sur lesquels il y a le plus de difficultés à recruter. On est sur le marché de l'offre et de la demande. Donc il faut attirer les talents. Il faut se battre aussi pour entre guillemets, retenir les talents, c'est-à-dire que des programmeurs qui ont de l'expérience, qui ont du talent, aujourd'hui sont tiraillés entre partir en Angleterre, partir au Canada, rester en France. S'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas d'attache familiale, c'est vrai que les salaires font la différence. Et donc du coup, même en France, les salaires ont relativement bien augmenté pour toute la partie technologique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la série des questions? Je vais déjà beaucoup trop parler. Ça c'est sûr. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions sur un des aspects. Les salaires que vous indiquez, c'est en début de carrière ou ça prend tout spectre? Alors, en début de carrière, non, ce ne sera pas ça. Non, c'est plutôt sur quelques années d'expérience. Parce qu'en début de carrière, honnêtement, ça va énormément dépendre des sociétés. Ensuite, ça c'est une étude qui a été réalisée par Capital Game, le SMJV aussi, je crois. C'est par le SMJV. Et qui a pris en compte des juniors, mais avec expérience.
et ensuite des salaires seniors. Voilà, c'est deux fourchettes. Enfin, la fourchette est globalement toujours relativement large, puisqu'on obtient de temps en temps quasiment du simple au double. Mais ça permet d'avoir une idée du positionnement du salaire pour chaque métier. C'est une étude qui a été faite sur le déclaratif des patrons, donc c'est pour ça que la fourchette aussi est assez importante. Après, c'est un secteur qui n'est pas très rémunérateur, c'est le cas de le dire, et c'est une donnée qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans ce type de carrière. C'est vrai qu'on peut voir en tous les cas, en termes par exemple de programmeurs, parfois des virages. Une fois qu'on commence à construire une famille, à avoir d'autres besoins, il y a des gens qui peuvent rejoindre d'autres secteurs d'activité concurrents et plus rémunérateurs comme les SS2I, etc. C'est pas concurrent. On est bien au niveau temps ou on est totalement à l'ouest? Là, on peut vous reposer une question, je pense. Ah ouais, encore une. Voilà. C'est pas de notre faute, Madame la Ministre, elle est très en retard. Ça marche. Bon, en même temps, s'il n'y a pas de questions, ouais. Alors, en fait, j'ai deux questions, je vais aller au plus court. Pour vous, Madame, est-ce que Capital Gains pourrait ou a déjà intégré une association étudiante dans son cluster? Alors ça n'a jamais été fait. Après, par contre, on a deux statuts de membres différents. On a ce qu'on appelle les membres actifs, donc comme je le disais, qui sont exclusivement presque des studios ou des éditeurs. Ensuite, on a un autre collège de membres bienfaiteurs, là, qui est beaucoup plus souple en termes de profil. On a des organismes de formation, des écoles, et pourquoi pas des associations autres. C'est complètement possible. Vous allez répondre à ma deuxième question. Impeccable, on a été super. Il y avait une autre question? Ah oui, pardon, on ne vous voit pas. Désolé. C'était aussi une question sur Madame qui était la suivante. Au niveau des studios, quelle est la part des projets qui seront au niveau de l'origine interne au studio et la part qui seront externes depuis des idées venant du code? En fait, je dirais, en termes de volume, je ne saurais pas exactement répondre. Par contre, je dirais qu'il y a un peu trois profils qui se dessinent. Il y a les studios qui sont exclusivement dans une démarche de prestation, soit historiquement, soit en termes de positionnement pur. Après, il y a les studios qui se servent de commandes ou de plus gros projets, du gain financier que ça peut leur apporter pour développer leur propre création, leur propre IP et les jeux qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, il y a en effet tout ce qui est scène pure indépendante, où là, c'est des studios, ou en tout cas des équipes qui ne font que ça, qui grossissent souvent peu, mais voilà, qui sont positionnés exclusivement sur leur propre jeu. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de studios qui ne se lancent pas dans l'autoproduction et l'auto-édition de leurs propres projets. C'est quand même souvent des passionnés qui sont à la base de la création d'entreprise et qui ont envie de développer des jeux. Merci. Vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. Merci beaucoup.